le protagoniste de cette histoire, avoua enfin ses sentiments à la vilaine. Pour être littéralement fouettée jusqu'au sang et moquée par tous, elle ne manqua pas de le maudire pour son incompétence, étalant avec mépris l'immense fossé qui séparait leurs statuts. Certains naissent nobles, tandis que d'autres, comme lui, sont voués à rester misérables. Mais ce jour-là, elle franchit une limite qui brisa sa retenue. Ce fut le point de non-retour. Quelque chose en lui se fissura. 10 ans plus tard, dans le domaine de la vilaine. À l'intérieur, une servante et le majordome s'adonnaient à des jeux dangereux. Le majordome voulait la posséder malgré ses refus répétés et ses avertissements sur leur maîtresse. Il passait déjà aux préliminaires, tandis qu'elle le suppliait de se calmer. Après tout, il ne pouvait pas simplement faire ça dans le couloir. Mais l'homme était trop excité pour écouter, notant même qu'elle lui faisait penser à la maîtresse pendant qu'elle le traitait de pervers. C'était justement la raison pour laquelle il était si excité. Il rêvait d'un jour où son attitude arrogante se retournerait contre elle. Comme pour exaucer ce souhait, la vilaine apparut soudain, claquant la porte avec fracas. Tous deux se figèrent en la voyant. Le narrateur la présenta alors officiellement. Evelyn Winter, maîtresse du domaine des Winter. Puis, l'histoire reprit à l'extérieur du domaine. La servante et le majordome imploraient désespérément sa clémence, promettant de ne jamais recommencer. Normalement, un tel acte vaudrait un renvoi immédiat. Mais Evelyn se contenta de ricaner face à cette idée. Dans une boîte, elle révéla une arme. Avec une aura glaciale, elle leur présenta 2 options, mourir de sa main ou bien geler, lentement jusqu'à la mort. Les deux tremblèrent de peur, et le majordome rappela son titre à Evelyn, soulignant qu'un tel acte ternirait à coup sûr sa réputation. Elle resta pourtant impassible. Son majordome personnel, Joseph, avait compris la mission. Sans un mot, il s'approcha de l'imbécile qui quémandait son aide, et l'envoya rouler dans l'escalier d'un violent coup de pied dans la poitrine. Puis Evelyn prit la parole. Elle se dit reconnaissante que le majordome s'inquiète. Pour sa réputation, s'il voulait vraiment la préserver, il n'avait qu'à mourir avec dignité. Elle leur promit même de les enterrer ensemble, dans un cercueil doré. Entendant cela, ils jurèrent qu'un jour viendrait où sa réputation ne la protégerait plus. Sans répondre, elle mit fin à la conversation et les expédia ensemble vers un autre monde. Après un silence pesant, elle remit l'arme à son majordome, Joseph. Elle avoua qu'elle n'aimait pas cette arme, trop imprécise à son goût. Joseph promit d'en informer les ouvriers et d'y prêter une attention particulière. En partant, il lui rappela qu'en plein hiver, la livraison pourrait prendre du temps, ce qui lui valut une remontrance. Il ne devait pas penser comme un enfant. Elle lui suggéra de donner un pourboire aux travailleurs pour accélérer la tâche. Elle n'était pas allée bien loin quand son attention fut attirée. Une servante essayait d'empêcher une fillette d'entendre les bruits venant de dehors. Elle s'excusa immédiatement auprès d'Evelyn, expliquant que c'était le vacarme récent qui avait effrayé sa fille. Evelyn s'excusa à son tour, prétextant que ces sons visaient à effrayer les loups. Elle entra avec la petite fille, lui demandant si elle allait bien et ce qu'elle tenait dans ses mains. La fillette montra un dessin de fleurs, manifestement introuvable dans leur région, concluant qu'elle l'avait sans doute copié d'un livre, et la petite acquiesça. Timidement, Evelyn fut alors submergée par un souvenir. Elle se remémora le tout premier instant où quelqu'un lui avait offert une fleur. Il lui avait expliqué tout le soin qu'il avait mis à la fabriquer, et si elle ne l'aimait pas, elle pouvait simplement la jeter à la poubelle. Ce quelqu'un, c'était notre protagoniste. À l'époque, il fut choqué quand elle complimenta la fleur. Il était seulement un peu déçu qu'elle n'ait aucun parfum, puisqu'elle était artificielle. Cela le fit hésiter, son esprit s'en mêlant. Quoi qu'il en soit, il baissa la tête, et lui promit qu'un jour, il lui offrirait une vraie fleur. À la fin de ce souvenir, Evelyn se rappela la brutalité de cette scène, et tout ce qu'elle lui avait fait subir. De retour au présent, elle suggéra à sa fille chérie de la colorier en bleu la prochaine fois. Mais, au milieu de leur échange, un autre domestique surgit soudain, haletant, clamant qu'ils avaient un problème. Calme, elle l'invita à s'expliquer. Le domestique annonça alors que toutes leurs marchandises, destinées à être expédiées vers le nord, avaient été saisies. On voit littéralement la stupéfaction sur son visage, tandis que l'homme poursuivait. Les personnes impliquées étaient l'armée, et ils avaient l'obligation de débusquer les nobles impitoyables comme elle, la poussant à exiger furieusement une explication. Comme par hasard, l'homme en charge venait d'arriver au domaine, d'hiver. En s'approchant, le domestique nota que son nom était Gillette Black. Il avait autrefois été soldat, mais avait récemment été couronné héros du pays après ses victoires écrasantes sur le champ de bataille. D'après la situation, il semblait que les marchandises d'Evelyn avaient été considérées comme des fournitures pour armer l'ennemi, et ces biens étaient en réalité des armes. Il les avertit d'être prudents, car le colonel n'était guère différent du diable. Plus tard, on voit le colonel Gillette Black se tenir devant le manoir. Faisant craquer ses articulations dans un petit claquement, il ordonna à ses hommes de ne pas la traîner dehors. Il entrerait lui-même pour la saluer par courtoisie.
Cependant, ces hommes envahirent le manoir, pointant leurs fusils sur Evelyn et ses ouvriers, car elle était suspectée de soutenir l'ennemi. Pendant ce temps, le colonel s'excusa de l'impolitesse de ces hommes. Il se présenta humblement comme un simple soldat de basse extraction, en somme, un roturier. En même temps, Evelyn était totalement abasourdie de le voir ainsi. Tandis qu'il continuait à parler, les souvenirs du passé envahirent son esprit. Giles, humilié et en sang, avait d'abord eu du mal à parler, mais elle l'avait seulement regardé de haut, avec un profond dégoût. Les dents serrées, il avait juré de la faire regretter cela pour le restant de ses jours. On peut imaginer qu'elle avait littéralement forgé la voix qui ferait de lui le diable. À présent, elle était ébranlée, demandant de quel droit il se permettait d'entrer ainsi. Eh bien, il ne répondit pas à cela. Tout digne et posé, il s'excusa de l'avoir mal adressée. Après tout, elle était désormais la chef de famille. Plus tard, une inspection fut menée sous décret royal. La maison d'hiver était soupçonnée de comploter avec l'ennemi du royaume en contrebandant des fournitures militaires. Ainsi, tous les membres de la famille devaient coopérer à l'enquête pour découvrir la vérité. Toute désobéissance serait considérée comme de la trahison. D'ordinaire, les domestiques étaient inquiets, car ils ne savaient rien et n'avaient aucun rôle dans les affaires familiales. Evelyn imposa immédiatement le silence d'un coup de canne. Elle les rabroua pour leur agitation inutile. Enzyme, tant que serviteur de sa maison, elle exigeait d'eux qu'ils se comportent en conséquence. Elle quitta la pièce en ordonnant à la servante d'aller lui chercher du thé. Elle sentit alors un regard posé sur elle. C'était notre protagoniste, l'attendant tranquillement à l'étage. Toutefois, avant que l'histoire ne progresse, on eut un bref aperçu de la monarchie d'Altéric. En regardant une carte, on constatait que le pays était entouré de puissants voisins. Bien qu'il ait survécu à d'innombrables menaces, grâce à son armée royale, la souffrance du peuple s'était aggravée à cause de ces menaces constantes et de la guerre. La révolution industrielle avait également bouleversé les classes sociales. Cela entraîna un mécontentement croissant envers la royauté et les familles nobles. C'est dans ce contexte que notre protagoniste entra en scène. Les gens l'appelaient de divers noms, tels que l'homme venu d'ailleurs, la bête noire ou le molosse du champ de bataille. Pour lui, aucun de ces noms, ni ce que pensaient les gens n'avèrent d'importance. Il remportait constamment la victoire et était passé de simple roturier à héros de guerre. Désormais, il était vu comme l'espoir du peuple et de l'avenir d'Altéric. Bref, revenons à l'histoire. Giles demanda à Evelyn des nouvelles de son mari, Lowen Winter. Au début, elle feignit l'ignorance. Il répéta donc sa question, demandant précisément où se trouvait Lowen. Evelyn répliqua sèchement, le traitant d'analphabète et demandant à haute voix comment il avait pu devenir un héros de guerre. Son subordonné n'apprécia pas cette remarque, mais Giles resta impassible et poursuivit. Il expliqua qu'il savait que Lowen Winter était mort officiellement, mais qu'il n'avait jamais retrouvé son corps. Evelyn, choquée, lui demanda s'il avait violé la tombe de son mari. Il admit calmement que oui, c'était mal, mais qu'au vu des circonstances, la mort de Lowen était trop suspecte. Il s'était marié il y a 10 ans, et il était mort dans un accident de train 3 ans plus tard. Pourtant, quelque chose clochait. Étrangement, il n'y avait eu aucun témoin de l'accident, et son corps n'avait jamais été retrouvé. Plus intéressant encore, les biens de la famille n'avaient cessé de croître, sans correspondre aux rapports officiels des 7 dernières années depuis la mort de Lowen. Prenant tous ces éléments en compte, il demanda franchement si son mari commettait un acte de trahison en se cachant derrière une fausse mort. D'abord, elle fut stupéfaite par son analyse minutieuse, avant d'éclater de rire comme si elle venait d'entendre la meilleure blague de sa vie. Elle pense qu'il aurait dû devenir écrivain plutôt que soldat. Pourtant, toujours vêtu de noir et aussi cool que jamais, il lui demande pourquoi elle ne s'est pas remariée au cours des 7 dernières années. En réponse, elle lui dit qu'elle aimait son mari. Eh bien, il ne s'attendait pas à cette réponse. Alors, elle répète sa déclaration précédente. Notre protagoniste trouve cela intriguant. Il n'arrive pas à imaginer qu'une femme aussi impitoyable puisse aimer. À présent, il se dit qu'elle devrait être l'écrivaine. En guise de réponse, elle lui renverse du thé dessus, précisant qu'elle n'a pas trouvé sa plaisanterie drôle. Son subordonné est aussitôt sur le qui-vive. Mais Evelyn continue, affirmant qu'elle ne se sent pas la moindrement intimidée, même s'il entrait avec ses soldats, simplement pour la faire chanter. Elle lui conseille également de ne pas insulter son mari et de revenir avec de vraies preuves. Cela dit, elle prend congé d'eux, sans oublier de leur ordonner de quitter son manoir. Plus tard, alors qu'elle monte à l'étage, elle est surprise de croiser sa fille. La petite se met à trembler comme si elle voyait un fantôme. Et pour cause, c'est notre protagoniste qui dégage une aura glaçante. Soudain, il appelle Evelyn. Apparemment, il avait presque oublié de lui mentionner une information cruciale. Cependant, elle n'est pas intéressée, mais il la rassure en lui disant que ça en vaut la peine.
Il ne comprend pas encore tout, mais les armes transportées vers leurs ennemis portaient le sceau de sa maison. À présent, il lâche la bombe. En gros, il ne fait que lui rendre service en enquêtant sur son mari. Et si elle ne parvient pas à prouver son innocence, elle pourrait être condamnée à mort. En entendant cela, elle peine à garder son calme. Elle pose alors sa canne sur sa poitrine. Elle lui suggère de pleurer et de supplier, comme autrefois. Qui sait, elle pourrait même y réfléchir pour les beaux souvenirs. Son arrogance est telle qu'elle ne comprend pas la gravité de la situation. D'un geste rapide, il tire la canne vers lui, la saisissant au passage. Il lui rappelle qu'elle a un enfant, à présent. Là-dessus, il lui donne ces derniers mots, la conseillant de faire attention. Avant de partir, il annonce son départ, espérant la revoir le lendemain. À ce moment précis, notre héros parvient à la charmer, il faut le dire. Pas une mauvaise manœuvre, au final. Ensuite, nous en apprenons davantage sur la maison Winter, un pilier fondateur de la nation altérique et l'un des sujets les plus loyaux à la famille royale. Pour ce mérite, la famille s'était vue confier la partie nord du royaume, accumulant une immense richesse grâce aux mines et à l'industrie des armes. Cependant, les Winter se laissèrent aveugler par cette fortune, utilisant tous les moyens, même les plus sournois, pour étendre leur empire. Autrement dit, leur réputation était exécrable. Pour redorer leur blason et restaurer l'honneur familial, l'ancien chef de famille avait arrangé un mariage avec Loen, le meilleur diplômé de l'Académie impériale. Finalement, Loen est mort, laissant les affaires de la famille entre les mains d'Evelyn. Eh bien, au lieu de s'effondrer de chagrin, elle a continué à diriger l'entreprise familiale en recourant aux mêmes méthodes qu'auparavant. Détenant le titre de veuve sans cœur et de méchante glaciale, elle se moquait bien de l'opinion des autres. Mais rien ne dure éternellement, et les affaires de la famille commencèrent à décliner. Sans héritier légitime, la maison Winter subit d'énormes pertes. Passons au lendemain. L'atmosphère est tendue à cause de la proposition de Gilead Black. Il lui tend un document, insistant pour qu'elle lui vende son domaine. En d'autres termes, qu'elle lui transfère son titre. Il explique qu'il serait préférable qu'elle se retire volontairement et vive paisiblement, plutôt que de perdre ses droits au profit de la famille royale. En réponse, elle refuse avec audace, déclarant qu'elle n'est pas sans ressources. Il réplique sèchement, soulignant sa réputation déplorable et le déclin de ses bénéfices miniers, tant qu'ils seront vus comme des contrebandiers. Traître, il lui sera extrêmement difficile de générer de nouveaux profits. Il fait glisser le document de propriété vers elle. En gros, tout cela, c'est soi-disant pour son bien. En contemplant le document, elle réalise qu'il bénéficie d'un soutien. Il ne le nie pas, et elle comprend qu'elle n'est pas de taille à l'affronter. Cette scène dramatique la pousse à demander s'il tient vraiment à elle. Cependant, Gilead lui dit simplement de signer ce maudit document, sur un ton sec et impatient. En réponse, elle refuse, affirmant que seul le roi peut lui accorder une telle clémence, et que puisqu'il n'est pas au-dessus de sa majesté, il ne devrait pas outrepasser son autorité. Avant de partir, elle ordonne à sa servante de préparer ses affaires. Elle compte avoir un entretien privé avec sa majesté. Ils partiront dès le lendemain. La nuit tombe rapidement. Evelyn reste éveillée, l'esprit encore hanté par les mots de Gilead Black. Sa fille est là aussi, murmurant sans cesse. La petite s'approche lentement, inconsciente de l'état d'esprit de sa mère. Agacée, Evelyn exige de savoir qui ose la déranger. Mais elle panique aussitôt en découvrant que c'est sa fille. Comprenant son erreur, elle s'excuse précipitamment, espérant que la petite ne pleurera pas. Après un moment, elle se détend quand Chérie s'endort. En la regardant, elle se sent rassurée. Après tout, elle est la tête de la famille, et personne ne pourra lui enlever ça. Quelques instants plus tard, la petite ouvre doucement les yeux. Voyant sa mère endormie, elle décide de chercher des draps chauds pour la couvrir. Et ainsi, elle quitte la pièce en silence. Plus tard, quelqu'un s'approche. C'est notre garçon, l'air hésitant, un bol à la main. Evelyn, toujours, endormie, murmure sans cesse le nom de son époux. Gilead semble préoccupée, mais il finit par la réveiller. Un peu surprise de le voir, elle remarque qu'elle n'a rien mangé de toute la journée. Il ne peut pas la laisser s'évanouir de faim, alors il lui tend la nourriture. Mais elle reste aussi têtue que ton Wi-Fi quand tu en as le plus besoin. Soudain, elle est prise au dépourvu lorsqu'il pose sa main sur son visage. Il pense qu'elle est malade et lui demande si c'est pour ça qu'elle n'a pas d'appétit. Aussitôt, elle lui gifle la main, exigeant de savoir ce qu'il comptait faire. En réponse, il sait qu'elle a l'habitude de ne pas manger quand elle est malade, ce qui la pousse à demander si c'est ainsi qu'il comptait se venger. Honnêtement, ce n'est pas le cas, car la vengeance a plus de valeur quand les adversaires sont de force égale. Autrement dit,
Elle ne vaut même pas la peine d'être considérée comme une adversaire, puisqu'elle est pratiquement si faible. Cela la pousse à le repousser. Agacée, il la saisit par le cou. Furieuse, elle exige qu'il la relâche immédiatement. Mais lui, les yeux plissés, lui suggère de le faire elle-même, si elle en a la force. Au début, il pensait que son arrogance venait de la famille royale et la croyait forte, mais il s'était trompé. Finalement, il la relâche, réalisant qu'elle a renversé la cuillère. À présent, elle devra manger sans. Elle est déconcertée par tout cela. Pourtant, Gilead Black, maintenant sérieux, insiste pour qu'elle ne résiste pas. Cela la plonge dans une vision, un souvenir. Peut-être, mais nous le saurons bien assez tôt. Quoi qu'il en soit, il la nourrit comme une enfant, la mettant en garde de ne pas être obstinée. Elle doit s'habituer à ce qu'elle reçoit. Après tout, une telle vie n'est pas si mauvaise, à condition qu'elle s'adapte, ce qui sied à son expression. Soudain, il sent quelque chose. Chéri essaie de défendre sa mère, les larmes presque aux yeux. Il y voit un signe qu'il doit partir, mais avant cela, il lui conseille de prendre soin d'elle-même. La petite vérifie sa mère, tandis qu'Evelyn réfléchit aux derniers mots de Gilead. Pendant ce temps, nous sommes projetés 10 ans plus tôt. Apparemment, à cause de la pluie, Evelyn Hunt était en piteux état. Black avait évité tout contact lorsque sa main s'était approchée de la sienne. Elle avait remarqué sa réaction. Après, un silence. Il lui avait proposé de lui chercher quelque chose. Elle l'avait immédiatement interrompu en lui saisissant la main. Timidement, elle lui avait demandé s'il comptait la laisser seule en pleine forêt. Mais il avait insisté, affirmant qu'elle avait attrapé un rhume. Toutefois, elle voyait clair dans ses mots, remarquant qu'il était plus fébrile qu'elle. Elle avait ajusté ses cheveux, elle lui avait suggéré de se couper les cheveux et de la regarder droit dans les yeux en lui parlant. Pourtant, il avait encore insisté pour aller lui chercher quelque chose. Elle avait immédiatement décliné, affirmant que c'était en ordre. Eh bien, cette scène l'avait complètement chamboulée. Avec douceur, elle l'avait réconforté. Et quoi qu'il arrive, il serait toujours à elle. Evelyn n'a jamais pu oublier l'innocence de ses yeux, si différente d'aujourd'hui. Revenons au présent. Son serviteur, anxieux, lui rapporte que sa calèche est inutilisable. Elle fixe le vide en silence, pestant intérieurement. Gilead Black, profitant de l'occasion, lui propose de voyager avec lui dans sa propre calèche. Mais elle l'ignore. À la place, elle demande combien de temps la réparation prendra. En apprenant qu'il faudra 3 heures, elle en informe Gilead. Autrement dit, elle ne partira que dans 3 heures. Gilead Black, quelque peu pressée, la soulève alors comme une princesse, la laissant à la fois confuse et choquée. Les murmures des serviteurs s'élèvent aussitôt. Furieuse, elle le gifle, exigeant qu'il la lâche. Cela agace les soldats, témoins de la scène, qui voient leur colonel se faire gifler sans cesse. Pourtant, Gilead reste imperturbable et la jette dans la calèche. Il lui rappelle sa situation actuelle, tandis qu'elle ne comprend pas comment il a tant changé. Plus tard, sur la route, un silence pesant emplit la calèche. Gilead finit par briser cette gêne, exprimant son soulagement et ajoutant qu'il avait bien fait de lui apporter de la nourriture la veille. Elle, cependant, n'est pas d'humeur à discuter. Sa simple présence la rend malade. En réponse, il s'excuse et lui suggère d'utiliser la malle vide pour éviter de salir la calèche. Ce conseil la rend encore plus embarrassée. Elle envoie un coup de pied dans la malle, se demandant comment, lui, qui n'osait même pas la regarder en face autrefois, osait ainsi s'enhardir grâce à un stupide titre de héros. Gilead la regarde simplement, la laissant déverser sa colère. Comme à son habitude, il s'excuse. Elle, de son côté, ne comprend pas ce changement radical. Il ne réagit même pas à ses provocations. Soudain, elle remarque une cicatrice sur son crâne. Nous sommes projetés dans le passé, voyant la scène de son point de vue. Furieuse, elle lui avait ordonné de partir, bien qu'elle ait d'abord tenté de rester polie. Mais il ne comprenait pas la raison de sa colère et s'excusait, pensant avoir commis un affront. Cela n'avait fait qu'accroître son irritation. Les ragots commençaient déjà à circuler, voyant qu'il continuait de s'excuser et de supplier. À bout de patience, elle avait fini par lui asséner un coup de fouet sur la tête, le faisant saigner. De retour au présent, elle s'approche de la cicatrice, mais Gilead Black, irritée, l'arrête d'un geste et lui demande sérieusement ce qu'elle comptait faire. Elle retire aussitôt sa main. Puis elle invente un prétexte, lui demandant si c'est pour cela qu'il avait agrippé sa main si violemment, concluant que son maître ne lui avait manifestement jamais appris comment traiter une dame. À vrai dire, elle n'est pas en position de donner ce genre de leçons. Peu après, un subordonné de Gilead vient annoncer qu'ils sont arrivés à destination. Gilead Black descend de la calèche, lui tend la main et lui propose de poursuivre leur discussion un autre jour. Mais elle réplique que rien que son souvenir la rend malade. Pendant ce temps, quelqu'un l'observe depuis les hauteurs
sans s'attendre à la revoir un jour. Il réalise à quel point le temps passe vite. Cela fait 7 ans, et pourtant, elle reste d'une beauté éclatante. L'homme se sent soudain plus intrigué, se disant que le moment est venu. Il se nomme Victor Altéric, second dans la lignée pour devenir roi et frère de Sa Majesté.